Yaurana, Aronga, la dernière fois, on a parlé du bébé de 0 à 1 an. Aujourd'hui, on parle du nourrisson entre 1 et 3 ans. L'enfant qui change à une vitesse impressionnante. C'est l'âge des premiers pas assurés, des premiers mots, des premières colères et des grandes découvertes. On a les mêmes invités que la dernière fois, à savoir Delphine Guyot, qui est pédiatre, Yarana, Yarana. et Taimei Mamatoe Hutapu, infirmière puéricultrice au CPMI, le Centre de protection maternelle et infantile, Yarana. Yorana. On fait nos premiers pas, ou en tout cas on les continue, vers le développement de l'enfant, entre autonomie, émotion et apprentissage. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Apprendre à marcher, à faire des phrases, à jouer avec les autres ou juste d'attendre son tour, ça demande de la pratique. Vers 18 mois, votre enfant commence à manifester plus d'autonomie. Il insiste, par exemple, pour faire des choses tout seul. En peu de temps, il peut passer de la fierté à la bravoure, aux sanglots et aux crises de peur, parfois même aux accès de colère. Tout ça, c'est complexe et ça s'apprend, bien sûr. Delphine, justement, la dernière fois, lors de la dernière émission, on avait parlé de l'importance de l'évolution du bébé de 0 à 1 an, mais finalement, chaque période de la vie est importante pour le développement. Là, c'est le nourrisson. Oui, toute période va avoir ses particularités, donc demander un réajustement des parents pour au mieux l'accompagner. Ce sont toujours des nouvelles surprises. À la dernière émission, on parlait de la surprise d'avoir un petit bébé, comment s'en occuper quand il pleurait beaucoup, par exemple. Là, ça va être comment se réajuster ou mettre des limites pour un enfant qui va gagner de plus en plus d'autonomie. Justement, on parle des 1000 premiers jours, c'est bien ça? Donc, c'est jusqu'à environ 3 ans? Exactement, 1000 premiers jours, ça fait 3 ans. Et c'est durant cette période que l'enfant va gagner, encore une fois, en autonomie, qui va lui permettre après de pouvoir observer des règles de vie en société. Alors, si vous avez besoin de regarder ces émissions, elles sont toujours disponibles sur tntv.pf. Mais justement, on va rentrer dans le vif du sujet pour poursuivre notre thème. Le bébé qui commence à maîtriser son corps, son équilibre, sa coordination, il commence vraiment à devenir un nourrisson, à maîtriser tout ça. Alors oui, un enfant, c'est vrai que c'est un bébé qui passe de la phase couchée sur le ventre, à quatre pattes, et puis il se lève et puis après il va se lancer, il va commencer à marcher. Donc c'est une période qui est, les parents sont fiers, mais en même temps c'est une période assez stressante parce que évidemment ils ne fonctionnent pas tous, ils ne marchent pas tous à un moment donné fixe. On dit que ça peut aller jusqu'à à peu près 18 mois. Donc il y en a qui sont des petits, on va dire, des petits casse-cou qui vont y aller franco. Il y en a qui vont prendre un peu plus de temps et il y en a qui vont prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais quand ils vont marcher. Voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de dire « Ah, mon bébé, il ne marche pas. La cousine, son bébé, il a marché à 1 an. Il y a même qui marche à 9 mois. On fait les premiers pas à 9 mois. » Mais ça, ce n'est pas des critères importants à retenir. C'est d'abord d'observer ton enfant et tu vas voir que ah oui, il est prudent, oui. Et puis et même d'un enfant à l'autre, même si on a 2, 3 enfants, les mamans après elles se rendent bien compte que chacun a son caractère, chacun sa personnalité. Et ça, il est très important de respecter ce caractère. Ce rythme finalement. Le rythme et le caractère de l'enfant. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, Delphine, si son enfant ne marche pas je dis une bêtise, à 1 an tout pile, ou si c'est un peu plus tard. Mais par contre, il faut veiller à ce que tout se fasse dans la sécurité. Pour en avoir vu plein des bébés qui commencent à marcher, c'est aussi au moment où il va commencer à fouiller dans les placards, là où il y a des produits, là où il y a ce genre de choses, où il faut sécuriser du coup. L'enfant gagne effectivement une autonomie, donc il va élargir son périmètre de découverte. Avant, son périmètre, quand il était allongé, on va dire sur le dos, c'était les petits hochets qui étaient devant lui. Là, maintenant, c'est lui qui va aller à la découverte des objets sans avoir la notion ou la conscience de danger potentiel de son environnement. Donc, c'est là le rôle des parents de devoir encadrer tout ça. Et c'est effectivement la période des accidents domestiques.
par exemple, dès que l'enfant échappe à la surveillance, et ils sont ultra rapides. Tu clignes des yeux et voilà, il y a une bêtise, il a disparu, où est-il? Le cœur s'emballe. Oui, que ce soit sur les prises, le non, le mosquito, et tout ce genre de choses. Donc, toujours faire attention. Bon, on va pas parler des accidents domestiques ici, on en a déjà fait une émission. Par contre, c'est important aussi de pouvoir avoir du jeu libre, de ne pas forcément imposer un jeu, laisser l'enfant découvrir et ne pas systématiquement être derrière lui. Exactement. Comme disait tantôt Toté, il faut sécuriser l'environnement de l'enfant. Et surtout, moi, je conseille aux mamans, les choses dont elles sont, qui sont importantes, qui sont fragiles, on les sort de l'environnement de l'enfant parce que sinon, s'il y a une chose à casser, il va y aller, quoi. Ensuite, oui, moi, j'ai toujours prôné auprès des mamans d'observer son enfant, lui proposer, s'il va vers un carton, un machin, l'accompagner et puis le laisser découvrir l'objet qu'il a là et qui est son danger, évidemment. Et puis, vous savez, on n'a pas besoin de jouer bien compliqué. Une cuillère en bois, un carton, et même des fois, l'enfant s'amuse plus avec les cartons des jouets qu'avec les jouets. Avec il les commence jouets, déjà à jouer avec... Voilà, donc il ne faut pas inonder la maison de jouer, laisser libre cours à l'enfant, le laisser découvrir, mais évidemment avec le regard de maman, un regard bienveillant, et puis accompagner tout ce qu'il fait aussi en lui parlant. Ah, t'as découvert la boîte, ah, t'as vu, voilà. Et ça, il découvre les objets, mais en même temps, il découvre aussi les mots qui vont avec. Tu vois, pas le laisser comme ça, juste on l'observe, on le surveille, c'est suffisant. C'est bien aussi de rajouter, c'est le chat, et voilà, le chat, il faut être, tu vois, je dis, là c'est un carton, là c'est une assiette en plastique, Alors, nommer les choses aussi. J'avais prévu d'en parler plus tard, mais tant que tu en parles, ça tombe bien, on va parler donc de l'évolution du langage. Delphi, tu nous avais parlé du babillage. Oui. Babillage à la dernière fois. Donc là, le langage évolue réellement, c'est-à-dire qu'on a des premiers mots, maman, papa, et puis des premières phrases qui vont se former. Alors bien sûr, pas dès 1 an, mais on parle vraiment de la période entre 1 et 3 ans. Donc ça évolue petit à petit, il faut laisser le temps à l'enfant. La dernière fois, on a parlé du babillage qui est répéter une syllabe de façon sans fin. Ba, 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 ba. Là, les syllabes vont s'arrêter à 1 ou 2. Puis, on va rentrer effectivement dans la compréhension en même temps qu'on va développer son langage. Et petit à petit, ajuster des syllabes. Donc, 2 syllabes. C'est pour ça qu'on dit plus facilement papa, maman, tati, titi comme premier mot. Par exemple, puis c'est aussi des choses du quotidien, donc même répéter tous les jours. Même quand l'enfant doit aller à la selle, c'est beaucoup plus facile de répéter pipi, caca, quand il y a les besoins. Donc c'est pour ça qu'on passe par ces premiers mots, et puis petit à petit, l'enfant va faire des associations de mots. Donc maman, dodo, voilà, donc il va associer des mots, ce qui va conduire petit à petit à la construction des premières phrases. En parlant de ces phrases-là, c'est aussi important à nous, en tant qu'adultes, de faire attention aux mots que l'on utilise. Ils s'ancrent dès le plus jeune âge. Donc, ne pas, dans l'énervement, dans la colère ou dans la tristesse, utiliser des mots qui sont forts et qui peuvent avoir un impact sur l'enfant. C'est pour ça que je parlais de bienveillance. Bon, c'est vrai qu'on peut être un peu énervé parce qu'on fait une journée où les mamans qui ont travaillé. Mais toujours se dire que cet enfant-là, il est en train d'apprendre. Et c'est pas pour t'embêter qu'il te fait répéter les choses, mais c'est parce qu'au fait, il l'entend, puis après, ça prend un certain temps pour qu'il l'intègre réellement. Comme Toté disait, il faut qu'il associe les syllabes, et ainsi de suite. Et ce que je dis aussi aux mamans, je dis, bébé a un cerveau un nourrisson, un cerveau de nourrisson qui est en ébullition. C'est là, justement, comme il capte tout, il observe tout, il entend tout. Et c'est la répétition de mots corrects qui vont faire qu'il va finir par parler correctement. Bien sûr, ça va l'aider aussi dans bien ce en développement. français qu'en tahitien. Ça aussi, j'insiste, parce que des fois, les mamies, elles veulent parler en tahitien, mais elles vont peut-être un peu faire des petits mots raccourcis. Non, parler correctement, faire des phrases
lui, il va capter le mot qui l'intéresse, il va le répéter, voilà. Maou, papou, tu vois, ce genre de choses. Et petit à petit, mais continuer à faire des phrases pas trop compliquées non plus. Hein, on est bien d'accord. Mais, pardon, en français, en tahitien, que ce soit correct. Et ce qui est important aussi à préciser, c'est que le langage est très important. Mais Delphine, il ne faut pas mettre de mur entre soi et son enfant, à savoir qu'il faut vraiment bannir les écrans. On l'avait déjà dit la dernière fois, entre 0 et 1 an, ça paraît logique, mais entre 1 et 3 ans, ça l'est encore. Oui. Ne pas mettre de téléphone entre soi et son enfant, ça évite que l'enfant se sente délaissé finalement. Le système est pervers avec les écrans, effectivement, parce qu'il y a énormément d'applications faites pour les jeunes enfants, énormément d'images qui défilent, des enfants qui sont dans la répétition, donc qui vont faire un petit peu le petit perroquet, mais il n'y a pas d'assimilation. Et il y a eu énormément d'études. Maintenant, on a quand même pas mal de recul pour dire que effectivement, l'utilisation excessive quotidienne des écrans retarde en fait l'acquisition du langage et d'un langage correct. Donc, comme disait Taimei, on a besoin d'un accompagnant de son parent pour parler et échanger. Oui, bien sûr. L'écran ne peut pas remplacer le parent qui raconte une histoire. Il y a cet échange, il y a cette interaction qui est nécessaire, encore une fois, non seulement pour le développement du langage, mais la sécurité affective aussi de l'enfant. Oui. Et dans ce langage, il arrive à un moment donné, en tout cas, moi j'ai pas d'enfant, mais on m'a parlé du Terrible 2, donc Terrible 2 en anglais. Et donc c'est autour de cette période, à ce qui paraît, Taimei, qu'on a les crises, les non, je n'ai pas envie, le fait de faire des crises tout simplement. C'est une période qui existe réellement ou... C'est une période qui existe et qui est nécessaire parce que l'enfant va forger son caractère, il a besoin d'être en opposition un peu avec ses parents parce que il veut exister aussi. Il forge son caractère. Il forge son caractère, mais bon, et c'est pas... Alors, il y a un moment me dit, mais il fait ça pour m'embêter. Mais non, c'est pas pour l'embêter. C'est parce qu'au fait, pour lui, c'est... Et parce qu'il n'est pas mature, encore une fois, lui, il est pas fiou de revenir. Et quelque part, c'est un jeu. Ah, maman réagit. Ah, chouette. Ah, papa aussi. Ah, ben voilà. Et puis, ça lui donne une certaine assurance vis-à-vis de ses parents. Il existe aussi aux yeux de ses parents. Quand toi, t'es parlé des écrans, parce que ça coupe. Mais parce qu'au fait, un enfant a besoin qu'on le regarde. Dans le regard de ses parents, il existe. Dans la parole de ses parents, il existe. Tu vois? Donc, quand on regarde un enfant, on le regarde. On ne regarde pas l'écran. Par exemple, si on est devant la télé et on lui donne des consignes, on va dire. Bien sûr. On lui donne des consignes en regardant l'écran. Ou l'écran est en marche derrière l'enfant, maman donne des consignes. Ça brouille. Il y a une espèce de brouillard auditif. Et c'est perturbant malgré tout. Donc les écrans, on le répète encore une fois, jusqu'à un certain âge, on les bannit. Le non, vous le connaissez très certainement, quand il dit « Allez, mange ton repas », non, j'ai pas envie. Donc là, ça commence à faire une crise. Pareil, l'alimentation, après un an, le fait de faire découvrir des textures, des nouveaux produits, des nouveaux plats, des nouveaux fruits ou légumes, etc., c'est important. Il ne faut surtout pas s'énerver si l'enfant dit non. Non, faut pas s'énerver, ça n'est pas du tout productif et ça n'apprend rien à l'enfant, si ce n'est que l'enfant rentrant dans une période d'imitation de ses parents, ça devient un mode de communication. Donc si on s'énerve, l'enfant s'énerve. Va s'énerver. Voilà, c'est une éponge à émotions et il ne sait pas réguler ses émotions. Donc il n'y a pas d'enfant méchant, il n'y a pas d'enfant provocateur et il n'y a pas réellement, à cet âge-là, d'enfants désobéissants. Il y a un enfant qui cherche à apprendre et si le parent s'énerve devant une situation, l'enfant pense que c'est normal de s'énerver. Donc lui, comment réagit-il ? Avec colère. Donc ça peut être balancer l'assiette, la jeter par terre, puisqu'il n'y a pas de contrôle des mouvements fins. Revenons sur le sujet de l'alimentation, à partir de 1 an, l'enfant va pouvoir quasiment manger comme ses parents sous réserve de quelques règles nutritionnelles. Mais il va falloir aussi qu'il s'autonomise, qu'on lui laisse aussi l'opportunité de manger avec les doigts, donc d'en mettre un peu partout, de manger avec la cuillère qui va aller
au chien ou au chat par terre ou comme ça l'apathia sur la table. Donc ça sont aussi des choses qui vont s'apprendre, mais qu'on peut pas. On doit laisser aussi cette liberté-là. Bien sûr. Et en même temps accepter que de temps en temps, il faudra un petit peu plus nettoyer la cuisine. Voilà. On peut pas Ou exiger... le faire manger dehors. On a de la chance d'être à Tahiti. C'est ça. On peut pas exiger aux enfants finalement d'être aussi, entre guillemets, propres que certains adultes, même si certains adultes ne sont pas. Mais en plus, ils aiment toucher. Il y a une période où ils aiment toucher le main, ils vont manger avec les mains. Après, ils vont s'amuser avec la fourchette. Il y en a partout. Mais bon, ça fait partie on va dire, du jeu du tama'a. Du processus d'apprentissage. Voilà. Il a besoin d'apprendre. Une fois qu'il a appris, il imite. C'est la période. Et c'est là où, justement, il faut savoir doser, parce que c'est pas toujours simple, parce qu'il va refaire ce que toi, tu fais, tu vois. Donc s'énerver, ça pousse l'enfant à s'énerver. Donc rester calme poussera l'enfant à rester calme et à mieux écouter et à mieux apprendre finalement. Toujours dans cet apprentissage, il y a l'utilisation du stylo, des feutres. Et l'enfant va commencer à avoir donc l'appréhension. Donc empiler, gribouiller, trier, etc. Tout ça aussi, ça fait partie d'un apprentissage qui est important et qui prépare à l'école petit à petit. Pas simplement à l'école, qui prépare l'enfant à la vie. Puisque empiler, c'est déjà apprendre un peu à ranger, et puis c'est comprendre qu'il y a des volumes, c'est comprendre avec les feutres qu'il y a des couleurs, et puis c'est l'appréhension fine, c'est nécessaire, parce que c'est ce qui va faire l'homme ou la femme de demain. Donc on le laisse faire, on lui montre, là encore toujours nommer. Les jeux d'eau aussi, des fois ça énerve un peu les mamans, mais ça c'est des trucs qu'ils aiment. Donc, dans la bassine, dans le bain, toujours prévoir des verres, des machins en plastique, évidemment, parce que sinon, c'est... Voilà. Et puis, prévoir de se faire éclabousser, tu vois. Vaut mieux en rire que s'énerver. C'est vrai que des fois, il vaut mieux faire... On est tous passés par là. Bon, on rigole, et puis ça permet de garder une bonne ambiance. Je ne dis pas que rester zen tout le temps, c'est pas facile tous les jours. C'est pas humain. Voilà. Mais... essayer au plus possible, dès qu'on peut, de tourner les choses en jeu. Quand je dis en jeu, parce que c'est comme ça qu'il apprend, l'enfant. Pour lui, c'est un jeu. C'est pas sérieux encore. C'est vrai que certains parents ont un peu la réprimande facile, le lignéo facile, ici à Tahiti, on connaît, mais tous ces gestes-là, sont importants. Et encore une fois, Delphine, on insiste vraiment sur ce point, dans la bienveillance. Un enfant apprend, donc ça ne sert à rien de le réprimander ou de le punir systématiquement. Non, l'enfant, en plus, va mettre un certain temps à comprendre la négation et le non. Il comprend un ordre simple, mais dans l'affirmation, donc il va comprendre de faire quelque chose, mais il ne comprend pas de ne pas faire quelque chose. Donc il y a cette expression, cette manière de tourner les phrases aussi, qui demande un petit peu d'avoir une gymnastique. Il faut rappeler quand même que les violences physiques sur l'enfant et les violences psychologiques, notamment par le langage, sont sanctionnables par la loi. C'est vrai qu'il y a eu des modèles éducatifs sur les 50 ou 100 dernières années, mais même avant, avec beaucoup de réprimandes. Mais c'est pas parce qu'on faisait comme ça à une époque que c'était bien. Et là aussi, on a suffisamment de recul sur les études pour montrer à quel point ça avait un impact sur le développement du cerveau des enfants et des adultes futurs qu'on allait en faire. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout leur laisser faire. Bien sûr. Encore une fois, on parle de périmètre de sécurité, de périmètre de règles de la maison, mais on peut le faire sans violence physique ou verbale. Finalement, il y a une certaine forme d'équilibre à avoir entre la bienveillance et en même temps, il ne faut pas tout laisser faire, protéger ses enfants, mais en même temps, surprotéger, ça peut aussi freiner l'autonomie de l'enfant, Taimé. Exactement, surprotéger son enfant, c'est lui laisser tout faire, comme disait Toto, mais c'est tout faire, lui laisser tout faire. L'enfant n'a pas de cadre et c'est assez anxiogène pour lui. Il va te pousser dans tes retranchements. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui dise là, ça s'arrête. Parce que c'est dangereux. On explique évidemment parce que on vit en famille, il y a ton frère, voilà. Mais toujours mettre les mots quand on dit non et ne dire ne pas crier, ne pas parler fort. Comme toi t'es dit, l'enfant entend
le verbe et pas le ne. Hmm. Hein, la Donc, il ne négation. comprend pas forcément la Donc, négation. quand on dit ne pas crier, eh ben, pour lui, il entend crier. Hmm. Donc, c'est pas productif pour les parents. Ben, c'est simplement dire parle moins fort ou parle doucement. Et là, ça a plus d'impact pour lui. Enfin, il l'entend mieux parce qu'il y a le ne pas, il n'est pas encore prêt à ça. Petit à petit, l'enfant va marcher, petit à petit va courir, parler, manger ou crier même, dire non, j'ai pas envie, s'affirmer. Ce sera le quotidien entre 1 et 3 ans, accompagné sans comparer, poser un cadre sans brider, c'est offrir aussi à l'enfant des bases solides pour grandir en confiance. Vous l'aurez compris, la dernière fois on a parlé du bébé de 0 à 1 an. Aujourd'hui, entre 1 an et 3 ans, c'est le nourrisson. La prochaine fois, on verra ensemble l'enfant entre 4 à 6 ans. Et donc, on parlera beaucoup de l'école. Pour l'instant, on fait un petit tour du côté de nos questions express avec Vanny, qui est éducatrice spécialisée. Donc, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Vanny Chapman, je suis une maman de 2 enfants, un petit garçon qui bientôt aura 5 ans et une petite fille de bientôt 2 ans. Je suis aussi responsable des ateliers de Vanny qui proposent des animations pour l'enfance et également fondatrice de l'association Une enfance sans violence. J'aime bien travailler avec de la création, des activités qu'on fabrique ensemble et qui après se transforment en jouets libres pour eux dans la maison. Surtout avec du recyclé aussi, j'aime bien faire ça. Et notamment, je vais vous montrer de la peinture libre, ça marche beaucoup avec les enfants. J'aime bien ce petit tableau-là qu'on a fait avec des vieilles éponges, des morceaux de feuilles qu'on a cueillis dehors et qu'on peinturlure un peu partout parce que ça plaît. Et deuxième activité hyper simple que j'aime beaucoup faire avec eux et qui marche beaucoup sur ma fille notamment, ça, les pinces à linge. Tout le monde en a chez soi. Autour du carton, on en met, on peut les colorer si on veut quand elles sont en bois et juste les mettre comme ça et ils s'amusent. Les enlever, les remettre, c'est génial et puis pour la motricité, c'est excellent. Après, qu'est-ce que j'aime bien faire encore avec eux? J'aime bien sortir et aller leur donner des missions, d'aller chercher 3 feuilles ou 2 feuilles et puis 2 bâtons. Et ça, c'est des jeux qui peuvent durer très longtemps et du coup, nous, on est un peu tranquilles. Alors ça, c'est une question qui est souvent posée. Et en fait, il faut, je pense, réussir à faire en sorte que que le jeu, ce soit pas une parenthèse dans la journée, mais que ce soit considéré un peu comme le travail de l'enfant. Si on met le jeu à l'œuvre du quotidien, le parent peut construire avec l'enfant des temps de jeu sur absolument tout sans se mettre en difficulté soi-même. C'est-à-dire que ranger, ça peut devenir un jeu. Apprendre à transvaser les choses, il faut préparer le matériel, on inclut l'enfant dans la préparation du matériel. Le parent, le conseil que je pourrais donner, c'est d'observer les enfants jouer. On peut faire autre chose pendant qu'ils sont en jeu libre, de les observer, de souligner, de dire ce que l'enfant est en train de faire. Ça permet à l'enfant de se sentir valorisé sans qu'on lui dise simplement bravo. Ces activités-là, elles sont importantes, elles sont même primordiales parce qu'en fait, l'enfant se développe et apprend en manipulant et en faisant des choses. Et donc de jouer comme ça à remettre une pince à linge ou à prendre des objets, transvaser, tout ça, le cerveau crée des connexions et on développe la motricité fine, mais on développe aussi les bons réflexes pour après la motricité globale de l'enfant dans son développement. Il faut savoir qu'à cet âge-là, entre 1 et 5 ans, c'est la grande partie du cerveau qui se développe et toutes les connexions qui se créent et le jeu amène à créer ces connexions-là, justement. Alors déjà, première chose, vous n'êtes pas seul. Quelles que soient les galères que vous traversez, c'est jamais complètement facile. Et même si on dit qu'on donne des conseils de jouer pour développer, d'éviter les écrans, c'est pas toujours évident. Et surtout, faites comme vous pouvez en faisant au mieux pour eux et jouez. Autorisez-vous à jouer avec eux pour tout, pour toutes les tâches du quotidien, surtout celles qui sont fastidieuses, surtout celles qui sont compliquées. Parce que le meilleur jouet qu'un enfant peut avoir, c'est vous finalement. C'est nous. Merci Vanny pour toutes ces informations. Nous, on continue avec un site internet.
Le site internet, c'est monenfant.fr, tout simplement. Le développement moteur, le développement social, le langage, les jeux et surtout votre rôle en tant qu'adulte, puisque cela va changer entre 12 à 18 mois, entre 18 mois à 24 mois et entre 2 et 3 ans. Toujours, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, sans pour autant surprotéger son enfant, c'est important. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup, Delphine, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Majojo. Merci, Taimei, pour toutes tes informations. Je t'en prie. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas à 18h votre VAT Haiti. Maururu Itotatu Farerira Trahoma. Parhena.